Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais bienvenue dans l'Afrikick Media, votre média de foot, mais pas n'importe quel, de foot 100% africain. Aujourd'hui, je suis à Rotterdam, une ville multiculturelle avec une architecture propre à elle-même. Nous allons aller à la rencontre d'un international comorien du nom de Saïd Bakary. Ensemble, nous allons découvrir son parcours hors du commun, son lifestyle, son lien avec l'Afrique. Donc si, tout comme moi, vous avez envie de connaître une histoire de bout en bout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et suivez-moi. Saïd Bakary, comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? En forme? Ça va, ça va. Ah, tu peux t'asseoir. Merci. Bah écoute, moi je suis très content de t'avoir pour cette interview. Voilà, ça fait un petit moment qu'on discute. Je suis honoré que tu sois présent aujourd'hui. Là, on est à Rotterdam, chez toi, en Hollande, aux Pays-Bas. Bah comment tu vas, tout simplement? Bah écoute, ça va. En forme. T'es en forme? Ouais, ça me fait plaisir d'être là aussi. C'est un honneur pour moi d'avoir cette visite. Okay. Et voilà, je suis très content de pouvoir partager ce moment avec toi. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et grosso modo, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simple. On va parler de son parcours, de mode, lifestyle, de la CAN qui arrive très prochainement au Maroc, de la qualification de la Coupe du Monde. Voilà, on va parler un peu de tout ça. Première question, Saïd. Toi qui as un parcours assez atypique, si tu devais raconter ton histoire comme un film, tu le ferais comment? Quels seraient les chapitres principaux? Bah déjà, je commencerai par une enfance assez joyeuse. Ok. Moi, t'as grandi où? J'ai grandi à Courneuve. À Courneuve. 93, donc comme tous les jeunes de quartier, j'ai passé mon temps à jouer au ballon dehors. Okay. Donc depuis le plus jeune âge, voilà, pour moi ça a été que le foot jusqu'au bout. Donc voilà, une enfance assez joyeuse qui était rythmée par le foot. Et voilà, j'ai essayé de suivre mon chemin. Voilà, j'ai les différentes catégories dans les clubs. C'était quoi ton premier club amateur? J'ai commencé à la Courneuve. À la Courneuve? Voilà, c'est Courneuvienne, j'ai commencé jusqu'à 10-12 ans. Ensuite, j'ai été au Bourget, c'est un niveau un peu plus au-dessus. Okay. Après ça, j'ai un peu bourlingué justement. Je suis passé par le Red Star, par Chantilly. Donc voilà, j'ai un peu cherché mon chemin pour atteindre le plus haut niveau régional déjà. Parce que, voilà, mais avant de parler de tout le reste, parce que moi j'ai fait mes recherches, voilà, tu te doutes bien que j'ai fait mes recherches, j'ai vu que tu étais passé par le Paris Saint-Germain. C'était à quel moment? C'était après le Bourget, entre la Courneuve et le Bourget? Explique-nous tout. Ouais, c'était après le Bourget. Okay. J'avais 16 ans, j'ai fait un an dans la section amateur du PSG, okay. Donc, de 16 à 17 ans. Donc voilà, pour moi c'était une très bonne expérience, ça m'a permis de côtoyer vraiment des joueurs de très haut niveau, déjà de le voir. Okay. Et voilà, de passer pour une première fois un peu dans le monde, on va pas dire professionnel, mais professionnalisé, on va dire. Ouais. La structure, elle est vraiment différente, c'est discipliné. Tu joues contre d'autres types d'équipes aussi. Donc voilà, pour moi, c'était une Et je voulais savoir, comment tu as fait pour entrer au PSG? Parce que voilà, Paris Saint-Germain, c'est un des plus grands centres de formation au monde. Le bassin parisien, c'est l'un des plus durs à... C'est là où on trouve le plus de bons joueurs. Voilà, il y a plein de joueurs qui y sont passés, comme Kanté, comme Mbappé, comme d'autres. Comment tu as fait pour entrer au Paris Saint-Germain? Bah, à l'époque, il faisait des tests. Donc, quelle détection? Donc, ouais, il faisait des tests. Donc, voilà, j'ai fait un test et après, j'ai joué un match. T'es allé comme ça au culot? Ouais, comme ça au culot. Bah, moi, de toute façon, un peu partout où j'ai été, ça a été au culot. Hein. Okay. C'est on va dire, une de mes forces. Et voilà. Et du coup, ton passage au Paris Saint-Germain, c'était avant le Red Star ou après le Red Star? Ouais, c'était avant le Red Star. Avant le Red Star. Avant le Red Star, ouais. Okay. Après le Paris Saint-Germain, j'ai été au Red Star. Okay. Donc j'étais un peu dans la catégorie... j'étais en U19, nous avions une U19 DH. Et après, je jouais entre les 19 et les seniors. Donc voilà, j'ai essayé de... Et sur ton passage au Paris Saint-Germain, qui est super intéressant, parce que voilà, c'est un club où il est très difficile de rentrer. Ça montre que toutes les qualités que tu as et que tu avais aussi à l'époque. Quels joueurs t'ont marqué là-bas? Quand j'y étais, il y avait les joueurs de mon âge. En général, ils étaient surclassés. Mais à l'époque, le plus impressionnant, on va dire dans ma tranche d'âge, c'était Ervin Ongenda. Ervin Ongenda, toi, génération 94, toi? Moi, je suis 94, lui, 95. Ouais, 95, ouais. Mais à l'époque, ce qu'il faisait, c'était du génie, quoi. C'était incroyable. Il y avait lui et Jean-Christophe Baïbek. Baïbek, il est un an plus vieux que moi, mais il jouait déjà en réserve, il faisait les groupes pro déjà. Mais eux deux, ce qu'ils faisaient sur le terrain, c'était impressionnant. Moi, nous, on est supposé jouer en U17, mais eux, ils jouaient déjà en CFA. Et bon, la CFA de l'époque, c'est pas la CFA de maintenant.
Et ce qu'il faisait, c'était incroyable. Parce que Ogenda, il était beaucoup cité partout en Ile-de-France, partout en France, même en Europe. Quand tu vois un peu ce qui est devenu sa carrière, est-ce que tu comprends vraiment ce qui s'est passé pour lui? Comprendre, ça va être difficile parce que bon, chacun il a un peu son parcours, mais en même temps, en fait, il a été médiatisé tellement tôt que avant, c'était pas comme maintenant. Avant, il fallait un entourage beaucoup plus costaud pour supporter tout ça. Maintenant, c'est un peu plus normal de voir des jeunes médiatisés comme ça, mais à l'époque, c'était vraiment différent et son nom, il était partout, dans les journaux, sur Internet. Il était plébiscité, c'était une superstar des jeunes de l'époque. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a été peut-être difficile de porter ça, de gérer ça, de porter ça sur ses épaules. Exactement. Donc, et quand on est jeune, après en pro, c'est différent. C'est pas tout le monde qui peut assumer le monde professionnel, surtout si tôt. Donc je pense que c'est un peu ce qui a joué sur sa carrière. Et toi, à cette époque, tu étais quel poste? Je sais que tu es latéral droit, tu peux aussi évoluer milieu droit et ailier droit. Tu étais à quel poste? J'étais milieu offensif. Milieu offensif? Ouais, j'étais milieu offensif. À droite, à gauche, un peu aussi au centre? Ouais, un peu. Polyvalent, quoi. Ouais, j'étais un peu. Le couteau suisse. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Comme maintenant. Et c'est marrant que tu parles de ça. Moi, j'ai un ami avec qui tu as évolué au Paris Saint-Germain qui m'a sorti une petite anecdote entre vous. Apparemment, tu aimes beaucoup les riolets. Explique-moi cette histoire. Le monde veut savoir. Pas mal. Franchement, je ne m'y attendais pas. Écoute, franchement, après on était pas mal on va dire, de la région parisienne où on rentrait ensemble. Et franchement, après l'entraînement, il y avait je pense que c'était un Monoprix à la gare. Exactement, un Monoprix. Avant de prendre le RER, on allait au Monoprix et après, chacun son tour, on régalait. Et, on faisait que prendre des riolets, mais des fois, ça prenait vraiment les gros pots, les maxi pots. Et franchement, c'était marrant, c'était une bonne anecdote. T'en manges toujours ou pas? Ouais, j'en mange toujours. Franchement, j'en mange toujours. Moins qu'avant. Moins qu'avant quand même. Mais de temps en temps, ouais. Du coup, l'anecdote a été vraie, quoi. C'était vrai. On a bien bossé. Ouais, bien bossé. Franchement, celle-là, elle est pas mal. Ouais. Et du coup, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Paris Saint-Germain, Red Star, Chantilly. Chantilly, c'est pas en région parisienne. Non. C'est dans 60, c'est ça? Picardie, ouais. Comment ça se fait que tu es allé là-bas? Un ami à moi qui avait signé là-bas. Okay. Voilà, le coach, il cherchait d'autres joueurs, d'autres profils qu'ils n'avaient pas dans la région. Ils avaient l'objectif de monter en 19 nationaux. Okay. Donc voilà, ils voulaient créer une équipe avec un autre souffle, avec des joueurs de la région parisienne. Donc il m'a proposé le projet, j'ai été voir et ça m'a plu, donc j'ai fait ma saison là-bas. Et après ça, tu es allé en Belgique, à Turnhout, c'est ça? Ouais. En 3e division. Ouais. Comment ça s'est passé là-bas? Comment tu as pu prendre tes marques? Parce que voilà, c'était la première fois que tu changeais de pays. Ouais. Voilà, tu as fait Paris, la région parisienne, ensuite Chantilly, tu t'écartes un petit peu. Maintenant, tu es complètement sorti de la France. En plus, j'ai vu que c'était un club qui allait en faillite. Tu y étais à ce moment-là? Explique-nous tout. Ouais. En fait, c'était un club qui avait été d'abord repris par des investisseurs égyptiens. Ok. Donc voilà, leur objectif, c'était vraiment de mettre les moyens pour monter en 2e division. Donc à l'époque, le club il était semi-pro. Certains joueurs avaient contrat pro, d'autres non. Mais ils avaient mis des moyens limite pour un club professionnel. Ok. Donc voilà, encore au culot. Hein. Moi, j'étais là, je cherchais les clubs. J'avais vu qu'en France, c'était plus difficile pour arriver. Donc toi, tu as fait tes propres recherches sur Internet. Ouais. Tu es allé sur Google, ok, je suis club en 3e division, Exactement. Belgique, etc. Et tu as fini à Turnhout. Okay. Exactement. Du coup, après, j'ai été là-bas aussi. C'était quoi tes conditions de vie là-bas? Au début, j'étais avec un ami. Okay. Donc on habitait colocation ensemble. Ouais, on habitait ensemble et tout. Donc voilà, on habitait ensemble, j'allais au foot et voilà, je m'entraînais à côté. Et après, plus tard, j'ai eu l'appartement du club et tout. Et quand le club il a fait faillite, toi, quelle a été ta situation à ce moment-là? Moi, en fait, avant la faillite, comme j'avais signé 2 ans, enfin j'avais un contrat amateur, mais j'avais signé 2 ans. Donc en vrai, la première année, j'avais pas beaucoup joué aussi, puisque je venais d'arriver, je venais des jeunes, exactement, je venais des jeunes. Donc j'avais encore mon contrat et j'aurais pas pu aller ailleurs, donc je suis resté. Donc le club fait faillite, donc tous les joueurs partent, on doit refaire vraiment une autre équipe, il y avait carrément d'autres joueurs. Donc
Après, la situation a été devenue difficile. Un nouveau coach, il est venu et le coach, il avait une entreprise de construction. D'accord. Donc, il nous a fait un truc pour moi et certains joueurs, donc je n'étais pas le seul. Donc, on habitait à côté d'où le coach il habite. Ouais, ok. Donc, voilà, on était là, on mangeait avec le coach, on restait avec lui, il nous ramenait au foot, on rentrait chez lui. Mais Genre, limite comme si on habitait chez lui, mais ce n'était pas vraiment chez lui. J'ai une question qui me turlupine, moi. À ce moment-là, tu gagnais ta vie avec le football ou tu devais avoir un travail à côté? Non, je gagnais pas ma vie avec le foot. Enfin, on va dire que je gagnais ma vie avec le foot, mais je gagnais pas pour. J'aurais pas pu vivre de moi-même. Okay. En fait, si le coach il avait pas fait ça pour nous, j'aurais dû rentrer en fait. Sauf que voilà, on a eu la chance qu'il a vraiment voulu qu'on reste et qu'il a fait le maximum pour nous en fait. Okay. Mais sinon, s'il n'était pas là, bah, j'aurais dû rentrer en France. En fait. Il s'appelait comment ce coach? Gali Barka. Gali Barka. Ouais. T'as encore des nouvelles de lui? Ouais, bien sûr. Okay. Obligé, je peux pas l'oublier. C'est quelqu'un qui te tient. Ouais, franchement, il est vraiment important pour moi. Et je le vois de temps en temps. Hein. Il vient voir mes matchs et tout encore. On est encore en contact. Et c'est un mec. T'as fait un super lien avec lui. Ouais, franchement, ouais. Bah, de toute façon, déjà, moi, je suis quelqu'un de reconnaissant. Mais après, ce qu'il a fait pour nous. Tu l'oublieras jamais. Ouais, je l'oublierai jamais. Personne peut, à la limite, personne peut faire ça. Accepter de faire ça juste pour. Ça va au-delà du football, c'est troisième vraiment. Division. Ouais, c'est une relation humaine qui est importante pour toi. Ouais. Ok. Et après ça, j'ai vu que tu étais allé à l'ES Bonchamp en Régional 1. Ouais. Comment ça fait mentalement de quitter, voilà, entre guillemets, le monde semi-pro pour reculer, aller en R1? Mentalement, qu'est-ce qui t'a fait tenir? Bah déjà, moi j'aime trop le foot. Hein. Okay, la passion. J'aime trop le foot. Ouais, à la base, j'aime trop le foot. Mais après, c'est vrai que, voilà, entre-temps, j'avais fait des petits jobs, tu vois, livreur et tous ces trucs-là. D'accord. Et ouais, c'était compliqué quand même. C'est un truc, moi j'ai un peu de mal avec le travail, la routine du travail et tout. J'ai un peu de difficulté avec ça. Et en fait, moi j'étais rentré en France pour essayer d'accrocher la sélection justement. Okay. Je sais que la 3e division en Belgique, à l'époque, c'était pas trop, on va dire, un critère de sélection. Et voilà, je me suis dit peut-être en me rapprochant du niveau français, du haut niveau français, j'avais plus de chances d'aller en sélection. Donc mon choix, il est d'abord basé sur ça, pour la sélection. En fait, ce que je comprends, c'est que tu as pris un risque. Ouais. Tu es retourné en R1, toujours dans l'optique d'aller à la sélection comorienne. Il y a très peu de gens qui font ça. Ouais, parce que la R1, c'est la 7e division française. Généralement, les recruteurs ne viennent même pas voir des seniors R1. Donc, chapeau, franchement. Ouais, chapeau. ouais. Bah après, c'est ce qui est bien en France, tu as quand même. Quand tu es en R1, tu as plus de facilité d'aller à l'époque en CFA2, en CFA. Ouais. Donc en gros, pour moi, c'était l'objectif. C'était reculer pour mieux se relancer. Exactement. C'était faire mon nom d'abord dans la région et peut-être aller un cran au-dessus. Avant, il y avait, je ne sais pas s'il y a encore ce site-là, mais il y avait Foot National. Ouais, je me souviens. Où tu avais les coachs adverses qui mettaient une petite étoile sur le joueur du week-end et ça tout. a beaucoup aidé. Et moi, ça m'a énormément aidé parce que en sortant de Bonchamp, j'ai fait de Bonchamp du coup en DH. J'avais été appelé par Épinal à l'époque, qui était en national. Ouais. Donc je me suis dit quand même si de R1 j'arrive à toucher un club de national, c'est que je peux quand même. Le bon wagon, quoi. Exactement. Et après ça, tu te fais recruter par Namur. Ouais. Donc en fait, je vais à Épinal. Tu as un agent, tu as quelque chose ou tu te gères solo comme tu m'as dit, tu vas sur internet, sur Foot National. Je me gère solo. Franchement, je regarde à gauche, à droite, je regarde les clubs, les situations qu'ils ont. Pour aller à Namur, j'ai été retourné en Belgique. Donc, j'étais avec mon pote et tout, et voilà, on s'entraînait ensemble. Donc des fois, on faisait des matchs où, tu sais, des équipes comme ça, ils font des matchs là-bas, c'est courant. Et après, un agent, il m'a vu et il m'a dit, voilà, ce club-là, il cherche et tout, est-ce que ça t'intéresserait? J'ai dit, go. Et tu travaillais encore avec cet agent-là? Non. Ok. Non. Donc j'ai été, et puis voilà, j'ai signé comme ça. Hein. Du coup, après Namur, ton fameux départ pour les Pays-Bas, à RKC Waalwijk, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, Waalwijk, ok. Ouais, comment ils te repèrent? Pareil. T'es allé aussi au culot? Non, en fait, là c'est un peu différent. Du coup, un coéquipier avec qui j'étais à Turnhout, d'accord. Il était à Waalwijk avant moi. Ok. Et à l'époque, Waalwijk, il faisait toutes les fins de saison, il faisait un test avec les joueurs de la région ou des entourages ou quelques joueurs que les agents ils envoyaient. Ils faisaient des matchs et après voilà, ils essayaient de recruter les meilleurs joueurs pour leur équipe réserve. Donc voilà, via ce coéquipier, il m'a mis en contact avec l'agent qui l'avait ramené là-bas. Okay. Donc j'ai fait ce match-là, ce match test.
Et voilà, ils ont bien aimé. Et après, j'ai signé d'abord avec la réserve. La réserve. Et après, ça s'est Et enchaîné. un jour, tu as eu ta chance et... Bah, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, Waalwijk, c'est un petit club à la base. Donc, on va dire que le recrutement, il se fait un peu en fin de mercato, quand le championnat il a déjà commencé. Donc, pour moi, ça s'est passé très, très, très rapidement. D'accord. En fait, dès les premiers matchs de championnat, j'étais dans le groupe pro. Donc, le premier match, j'étais dans le groupe pro, mais mes papiers de transfert, ils n'étaient pas prêts. Okay. Et le deuxième match, je suis rentré et après, j'ai enchaîné jusqu'à... Du coup, Waalwijk t'a permis de rentrer vraiment d'être dans le groupe professionnel, dans le groupe pro, dans le monde pro, voilà, aux Pays-Bas. Ça t'a permis de jouer contre des joueurs comme Ziyech, comme Sangaré aussi. Qu'est-ce que ces joueurs avaient, ou est-ce que c'est des joueurs qui t'ont surpris de par leur qualité, de par leur niveau, ou vraiment, toi, tu t'es acclimaté très rapidement et tu as été au niveau direct? Bah moi, je trouve que je me suis adapté assez rapidement. Okay. Je me suis adapté assez rapidement, mais après c'est vrai que tu sens que c'est le très haut niveau quand même. Dans leur qualité, dans leurs caractéristiques, leur justesse, c'est vraiment du très très haut niveau. C'est que Ziyech, quand j'ai joué contre lui, bah justement c'était mon opposant direct. Et tu voyais que si tu lui laissais 1 mètre, ça allait trop vite. Ouais, la balle, il la mettait où il voulait. Franchement, ce match-là, c'était mon premier match latéral. Et si tu regardes le match, les 2 premiers ballons, difficile, tu vois. Ouais, les 2 premiers ballons, difficiles. Et je me souviens même que sur le moment-là, je me dis, ah ouais, ce match-là, il va être difficile. Genre vraiment, ce match-là, je vais souffrir, vraiment. Mais après, sur le duel d'après, je prends le ballon 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après voilà, tu te lances et tu commences à jouer ton jeu. Et voilà, en fait, moi aussi, le fait que je suis arrivé tard dans le monde pro, quand je suis sur le terrain, je réfléchis pas trop. Ouais. J'essaie juste de profiter et de jouer mon football. Tu joues avec, on dirait, avec un esprit vraiment libre. Tu n'es pas vraiment formaté comme tous les joueurs qui sont passés par les centres de formation et tout, etc. Mais toi, ton poste préférentiel, c'est latéral ou c'est plus milieu? En fait, j'en ai pas. T'as pas, hein? Non, j'en ai pas. Moi, je veux juste jouer. Exactement, moi, je veux juste jouer. Ça m'a pas dérangé. Franchement, j'ai fait beaucoup de matchs où j'ai commencé ailier gauche pour terminer latéral droit. Donc vraiment à l'opposé, c'est rien à voir. Mais moi, le plus important, c'est juste que je joue et que je m'amuse sur le terrain. Du coup, tu me parlais de voilà, les joueurs que tu as affrontés, le fait que voilà, toi, comme tu n'as pas été, tu n'es pas du cursus voilà, des centres de formation classiques, voilà, que tu n'es pas formaté, est-ce que tu trouves que, de par toutes tes expériences, tu es un joueur avec une résilience, avec un mental d'acier? Ouais, je pense que c'est l'une de mes forces, si ce n'est ma force, je pense. Il y a très peu de joueurs qui auraient pu, enfin sans prétention, il y a très peu de joueurs qui auraient pu assumer tout ce que j'ai fait. Vraiment, je suis passé par des moments où je me demandais est-ce que vraiment c'était fait pour moi de jouer au foot. Et c'est vraiment le fait d'aimer le foot qui m'a fait tenir. Parce que j'ai eu des fois des moments où j'ai dû faire des choix, surtout revenir en R1 un bon champ. En plus, à ce moment, tu as quel âge quand tu fais ça? J'ai 23 ans. Tu as 23 ans, revenir en R1, sachant que maintenant le football, quand tu as plus de 20 ans, que tu n'es pas dans des clubs pro, on te regarde du coin de l'œil. Ouais. En fait, c'est quoi? C'est l'éducation qui fait que tu sois comme ça, que tu sois autant déterminé, ou c'est parce que vraiment, le football, c'est l'amour de ta vie, c'est ton rêve, tu as une grande ambition autour de ça, quoi? En fait, c'est un peu tout. C'est vrai qu'à la base, moi, j'aime beaucoup le foot. Okay. C'est vraiment, on peut dire, j'aime trop le foot. Passionné, t'aimes trop le foot. Voilà, c'est ça, j'aime trop le foot en lui-même. J'aime trop le foot en lui-même et après, c'est un peu tout. C'est vrai que j'ai eu une éducation où voilà, moi, mes frères, ils m'ont appris à se battre pour ce qu'on aime. T'as combien de frères? J'ai 2 grands frères, un petit frère et une grande sœur et une petite sœur. Enfin, ça, c'est du côté de ma mère. D'accord. Et après, du côté de mon père, j'ai encore des frères et sœurs, mais ils sont plus jeunes que moi. Mais on n'a pas grandi ensemble, en fait. Okay. Et la relation que tu as avec tes grands frères, t'a aidé dans ton cheminement pour devenir pro actuellement, ou vraiment tu t'es fait tout seul? Voilà, tu as pris ton petit baluchon, ton petit sac, tu es allé en Belgique, tu es revenu, tu es reparti. Non, c'est eux qui m'ont aidé comme ils m'ont aidé comme limite on peut pas, parce que pour savoir, et ça très peu de gens le savent, moi quand je
maintenant, enfin, je n'ai pas signé énormément de contrats, mais dans tous les contrats où j'ai signé, j'ai voulu que mon frère il soit là. Ok. Parce que pour la petite histoire, quand j'ai été en Belgique, mon premier billet de train, c'est mon frère qui le paye. À l'époque, il est jeune aussi, il travaille, il a sa vie et tout. Pour aller à Turnhout, c'est lui qui paye ton premier billet. Ouais, pour aller d'abord, c'est lui qui paye mon billet. Et ensuite. Il s'appelle comment ce grand frère? Faïs. On doit lui faire une dédicace. Faïs. Il aime bien rester discret, mais. Non, et ensuite, quand j'étais à Waalwijk sur ma première année, moi j'ai un contrat. Limite, c'est même pas un contrat, en fait, on est plusieurs joueurs dans une maison et eux, ils te donnent de quoi vivre. Okay. Sauf qu'à ce moment-là, mon frère, il me donne plus d'argent que le club. Ouais, tellement il a un amour pour toi, tellement il veut que tu réussisses. C'est ça. Et il veut pas que je pense à autre chose. Okay. Quand on est dans le rendez-vous pour qu'il me dise que je suis pris, il me dit c'est vrai, t'as un certain âge, donc j'ai 23 ans, et il me propose via les sponsors de travailler à côté. Okay. Et avec mon frère, on dit non. Non, c'est pas possible. On dit non, il va se concentrer sur le foot et ça va passer. Et ton frère, il fait quel métier à ce moment-là? À ce moment-là, il travaille dans la maintenance d'ascenseur. C'est-à-dire qu'il se dit que limite, il va prendre des heures sup pour subvenir à tes besoins, pour t'aider à... Ouais, des heures sup, pas forcément, mais il va peut-être mettre sa vie privée un peu de côté pour que moi, je sois bien. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu... pour moi, la carrière que je fais, c'est un peu aussi pour être reconnaissant envers lui, parce que je sais qu'il vit aussi la carrière à travers ce que je fais. Et voilà, c'est un peu ça aussi qui fait que j'ai eu cette résilience, parce que voilà, j'ai passé aussi une année à Waalwijk où j'ai pas joué du tout toute l'année. Et il y a un jour où carrément je lui dis ça y est, je m'en vais. J'ai un mec qui m'a appelé pour aller en Roumanie en deuxième division. Et le matin, je me lève et je lui dis vas-y, je m'en vais. Et mon frère de craquer. Ouais, non, là c'était vraiment carrément à ce moment-là. J'avais des jours libres et je rentrais pas chez moi. Je restais là-bas parce que je voulais pas que ma famille me voie dans cet état-là. Parce que moi, il faut savoir vraiment quand je joue pas, c'est difficile. C'est difficile. Maintenant, ça va mieux. Ma femme, elle est là, ça va mieux, tu vois. Mais à l'époque, c'était difficile. J'avais des jours libres, je préférais pas rentrer chez moi parce que même si tu as le manque de ta famille et tout, tu es dans une situation où tu préfères qu'ils te voient pas, tu vois. Et voilà, ce moment-là, ce jour-là, j'avais craqué carrément. Je lui ai dit, ça y est, c'est bon, j'y vais, j'en peux plus. Mais quels ont été ces mots pour que tu restes focus, tu restes déterminé pour être là où tu es aujourd'hui? Il m'a dit clairement, tu vas nulle part, bats-toi. C'est fort. Tu vas nulle part, bats-toi. Ouais, il m'a dit, tu vas nulle part, bats-toi. Et je me suis battu. Après ça, voilà, ok. Franchement, c'est très touchant. Et voilà, franchement, Faïs, c'est très très beau ce que tu as fait. Je tenais à le dire, encore face caméra. Grande dédicace à toi, Faïs. Et c'est super intéressant que tu parles de la famille, parce que moi, je voulais savoir, voilà, bon, tu nous as parlé de ta femme, tu es marié, tu as ta famille qui te soutient. On a aussi rencontré ton papa hier, voilà, qui est un fan de foot. Mais au-delà de ça, quelle est l'importance pour toi de la famille dans ton être, dans le Saïd que tu es aujourd'hui, et que tu as été et que tu seras? Déjà l'équilibre. Ok. Déjà l'équilibre, ça va faire presque 4 ans que je suis marié maintenant. Donc c'est déjà une stabilité dans la vie de quelqu'un, d'avoir quelqu'un à ses côtés qui s'occupe de toi, qui te permet de penser à autre chose que le foot, qui sait te remettre à ta place quand il faut, et qui te fait réaliser aussi certaines choses. Parce que moi, c'est vrai qu'en étant dedans, parfois, je réalise pas où j'en suis. Et c'est vrai qu'elle me permet d'ouvrir les yeux sur ce que je fais. Et voilà, avec elle, tu ne devrais pas vivre sans elle, quoi. Non, franchement, non. Aujourd'hui, je me dis même, j'aurais dû être marié depuis 10 ans. Peut-être que je serais dans un autre club. Mais après, voilà, c'est le destin et je l'accepte comme il est. Et je suis reconnaissant de pouvoir vivre avec elle parce que c'est vraiment une personne très importante pour moi et dans ma vie. Elle a changé vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Et voilà, ma famille aussi, ils me permettent de garder les pieds sur terre. Parce que voilà, chez moi, je suis Saïd en fait. Et eux, ils veulent rien savoir. Il n'y a pas de Sparta Rotterdam. Ouais, il n'y a pas de Sparta, il n'y a pas de sélection, il n'y a rien. Tu restes le même. Moi, voilà, même si je peux rentrer chez moi et ma grande sœur va me tirer les oreilles, tu vois. Donc voilà, ils me permettent aussi parfois de couper avec le foot aussi. Et de passer des moments simples et juste de profiter de pouvoir les voir parce que voilà, je pense que
le plus dur pour un footballeur qui est à l'étranger, c'est de perdre le temps avec sa famille. C'est ça le lien. Ouais. Ouais. Et voilà, j'ai de la chance. Chez moi, on est vraiment très très proches les uns des autres. Ok. Donc ça me permet de pouvoir quand même profiter avec eux quand ils sont C'est le une temps. force pour toi aussi de toujours Ouais, rester bien focus. sûr, bien sûr. Bien sûr, pour moi, c'est une force. Je sais qu'ils sont toujours derrière moi. Je sais que je peux compter sur eux, les yeux fermés. Et je sais qu'ils me diront toujours la vérité aussi. Ils pensent pas, ils n'ont pas d'intérêt. Voilà, ils pensent pas à leur intérêt avant moi. Et ils sont là juste pour me soutenir. Donc pour C'est moi, de l'amour très pur. important. Ouais. C'est de l'amour pur. On a eu pas mal de difficultés quand on était plus jeunes et ça nous a rapprochés. Et aujourd'hui, je sais que pouvoir compter sur eux déjà, c'est un bienfait immense que certaines personnes n'ont pas la chance d'avoir. Moi, j'avais noté qu'il y avait une histoire d'un transfert qui avait avorté au Maroc. Ouais, exactement. En fait, c'est comme ça que je me suis un peu retrouvé à Bonchamp aussi. Ok, ouais. Après la Belgique, un agent il m'avait appelé pour signer au Maroc. Ok. Donc pour moi, c'était l'opportunité. C'était Maroc, première division. C'était quel club? À Kenitra, c'était. Kenitra, Je ne sais pas s'ils sont toujours en première division, mais à l'époque, ils étaient en première division. Donc cet agent-là, je ne le connaissais pas, mais il m'avait vu jouer en Belgique. Okay. Et voilà, il m'avait proposé de signer au Maroc. Moi, voilà, je me suis dit, c'est première division, c'est contrat pro, direct j'y vais. Après, voilà, ça a tergiversé. Hein. Malheureusement, c'est la loi du foot. Il m'a fait patienter. Il me disait, ouais, tu pars dans 2 jours. Il y a un problème, envoie ton passeport, ceci, cela. Il y avait toujours un problème pendant tout le mois d'août. Okay. Et après, c'était trop tard. Donc, et ça, c'était en quelle année? Entre 2014 et 2015 ou ouais, je pense que c'était en 2015, je pense. 2015, je pense que c'était en 2015. Donc après ça, j'ai décidé d'aller à Bonchamp, parce qu'avant ça, en fait, j'avais fait des matchs avec des joueurs sans contrat. Ouais. Et voilà, tu jouais contre des clubs pro, des clubs de CFA. Et par rapport à ça, le coach de Bonchamp, il m'a appelé. Ah ouais, non, franchement, le monde du foot, c'est bien que tu en parles. C'est que tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Et là, on peut le voir de par ton parcours, qui est honorable, on voit que tu es un battant. C'est bien que tu en parles aussi pour prévenir les jeunes que pour être pro, c'est dur. Ouais, je pense que pour moi, la différence pour un joueur comme moi qui n'a pas fait de centre de formation, c'est que j'ai eu la réalité de la vie en face. Ouais, très rapidement. Et c'est ça qui m'a aidé à tenir. Parce qu'en fait, comme j'ai travaillé, je sais ce qui m'attendait si je ne faisais pas de foot. Tu as été gardien d'école, apparemment. Ouais, j'ai fait pas mal de choses. Hein. Avant d'être gardien d'école, j'étais dans un Leclerc Drive. Ok. Et t'as touché à tout, quoi. Ouais, franchement, ça, c'était une expérience qui m'a fait comprendre que... Qui t'a forgé. J'étais pas prêt pour travailler. Ouais. En fait, En fait, c'est pas ce que tu voulais. Ouais, c'est pas ce que je voulais. Et moi, vraiment faire quelque chose que j'aime pas, c'était plus difficile. Et moi, j'aime pas forcer sur quelque chose. Donc, à cette époque-là, c'était mon gagne-pain. C'était mon gagne-pain. Mais moi, j'étais à Bonchamp pour le foot. Donc, voilà, j'ai dit au coach, j'arrête. Et il m'a dit, mais comment tu vas vivre? Je sais pas, moi, je suis là pour le foot. Ouais. Et voilà, après, il m'a permis de rentrer dans l'école. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu travailler dans cette école-là. Mais sinon, voilà, moi, j'étais vraiment focus football. Et si le travail il me permettait de vivre, mais il ne fallait pas qu'il m'empêche de jouer. Là, on va parler un peu de ton côté comorien, plus de ta sélection et tout, etc. Moi, j'ai une date pour toi. Si je te dis le 6 octobre 2017, ça te dit quelque chose ou pas? 6 octobre 2017, c'est ma première sélection, non? Exactement, face à la Mauritanie. Première sélection, ouais. Exactement. Quel a été ton ressenti ce jour-là? Franchement, énormément de fierté. Quand tu arrives là, tu peux être que fier en fait. C'est un peu comme une récompense de tous les efforts que tu as donnés depuis tant d'années. Exactement. J'ai pensé à justement tous ces choix que j'ai faits de descendre pour aller en R1 pour la sélection, ensuite d'aller dans un autre pays pour la sélection, accepter certaines conditions pour la sélection et une fois que tu y arrives, en fait, tu peux être que fier. C'est une consécration. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, maintenant, j'ai une autre date pour toi. 9 juin 2025. 9 juin 2025. 9 juin 2025. C'est pas mon premier but, ça? Ton premier but, ouais. Face au Kosovo en amical. Ouais. Là, tu m'as parlé de la fierté que tu as eue, que tu as ressentie quand tu as joué, quand tu as porté le maillot comorien. Mais quelle a été la fierté que tu as eue quand tu as marqué ton premier but pour le Comore?
Franchement, ouais, c'était différent. C'était un soulagement, parce que quand même, ça faisait des années que j'étais en sélection, j'avais pas marqué. Donc, mais ouais, un soulagement aussi. Ça fait énormément plaisir de marquer. Et ouais, c'était d'abord un soulagement, mais aussi beaucoup de fierté. Je sais que voilà, quand tu marques un but, ça fait le tour du pays. Et voilà, j'étais fier, j'étais content. Et t'as pensé à qui quand t'as marqué? Un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Hein. Ouais, je Madame, pensais ta famille. un peu tout le monde. Je pensais un peu tout le monde. Tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps. Je pensais à Bafa parce que je devais faire un truc si je marquais. Mais après, ouais, c'est un peu tout le monde. Tu sais que ça rend fier tout le monde et que les matchs de la sélection ils sont vraiment suivis. Et avant les matchs, j'ai toujours un petit message de mon père, un petit message de mes frères, de un peu tout le monde. C'est quoi les messages qu'ils t'envoient? Tout le monde est différent. Mon père, c'est un message d'encouragement, pour le match. Mon frère, c'est un peu une analyse de l'adversaire à chaque fois. Non, moi, je ne devrais pas trop le dire, c'est un secret. Ah, c'est un secret, ok. Il est dans la voilà, tactique. avec mes frères, on parle un peu tactique avant les matchs. Ils me donnent un peu des tips, tu vois. Mais là, voilà. Là c'était le Kosovo, donc qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur le Kosovo? J'aimerais bien savoir. Franchement, mon frère contre le Kosovo, je me rappelle plus, mais je pense qu'il m'a dit de jouer ton jeu, ouais, de jouer ton jeu. Ouais. En général, il me demande quel poste je vais jouer, et après en fonction de ça, il me dit un peu ce qu'il attend de moi entre guillemets, et ce que par exemple j'ai pas fait dans le match précédent, de le reproduire sur ce match-là. Donc c'est des bons conseils. Là, on va avoir la CAN au Maroc. Premier match de cette compétition, le 21 décembre, Maroc versus Comores. C'est la deuxième participation pour les Comores à une Coupe d'Afrique. Voilà, c'est quand même historique. Voilà, tu fais partie de cette aventure. Tu étais là aussi sur la première qui avait été faite au Cameroun avec l'ancien sélectionneur Amir Abdou. Maintenant, quelle est votre ambition pour cette CAN? Comment l'équipe se prépare? On veut tout savoir. Les détails, on veut tout savoir. Déjà, l'équipe elle se prépare bien. L'objectif c'est de faire mieux que la précédente. 8e de finale. Ouais. Nous, sans prétention, on veut aller au bout. Okay. Je pense que tout le monde se bat pour gagner. Nous, on joue pour aller le plus loin possible. On va jouer. Il ne faut pas avoir peur de dire que vous avez des ambitions, que vous ouais, bien sûr. Je pense qu'on a une équipe qui a pas mal de qualité aussi. On a pu voir que maintenant les équipes africaines, tout le monde quasiment peut battre tout le monde. Ouais. Le level, il a oui, augmenté, le niveau il a vraiment augmenté. Les matchs ils sont de plus en plus difficiles. Il n'y a plus des scores fleuves comme avant il y aurait pu avoir. Je pense que les équipes elles ont vraiment élevé le niveau. Donc voilà, on va jouer avec nos armes, sans pression. Okay. L'objectif c'est d'aller le plus loin possible, comme je l'ai dit. Et voilà, l'équipe elle se prépare du mieux possible. On regarde les adversaires et on essaie de travailler ce qui va pas et ce qui va bien aussi. Et pour toi, les Comores, c'est une équipe qui devrait miser plus sur l'attaque ou sur vraiment avoir une assise défensive solide pour essayer de jouer en contre? Je pense que déjà, il faut jouer sur ses forces. Sur ses qualités. Ouais. On sait que l'équipe comorienne, c'est une équipe assez technique. Avec pas mal de comme Rafiki, exactement, c'est ça, exactement. Toi aussi, il faut le dire. Faut pas être trop humble aussi, il faut le dire. Ouais. Non, c'est vrai aussi, mais voilà, c'est une équipe qui a de la qualité offensive. Les joueurs comoriens, c'est des joueurs à base technique. Donc pour moi, je pense qu'on doit se concentrer sur cette force-là. Après, c'est sûr que tu dois être défensivement solide aussi. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. Mais c'est vrai que nous, notre force, on va dire, c'est l'attaque. Et c'est la percussion aussi. Après, voilà, certaines fois, tu joues contre des équipes qui ont un calibre un peu au-dessus. Ouais, voilà, un peu au-dessus, où tu dois défendre un peu plus et jouer en contre. Donc, c'est savoir s'adapter et lire le match aussi. Mais comment ça se passe avec le nouveau coach, M. Stefano, voilà, qui est italien? Est-ce qu'il parle français? Comment il arrive à créer sa petite sauce pour que le Comores soit une équipe attractive et que vous puissiez avoir des résultats? Comment il travaille? Alors ouais, déjà le coach il parle français, okay. ce qui est bien pour nous. Le coach bon voilà, on connaît la rigueur italienne. Ouais. Catenaccio. C'est ça exactement. Donc le coach il a ramené cette discipline défensive et cette rigueur défensive. Okay. Tactiquement, il nous a fait progresser défensivement, je trouve. Donc voilà, ce qu'il a ramené en plus, on va dire, c'est cette rigueur défensive, parce que c'est vrai que quand il est arrivé,
ce qui avait fait la différence entre les deux dernières qualifications de la CAN, c'était que dans la première, on avait encaissé très peu de buts, ce qui nous avait permis de nous qualifier. Et dans la deuxième, on avait encaissé du coup plus de buts. Et quand il arrivait, c'était le premier message, c'était qu'il fallait, devant, il fallait avoir cette liberté d'expression, mais que derrière, il fallait être plus costaud. Okay. Donc voilà, le premier travail, on va dire, qu'il a fait, c'était d'abord la discipline, la rigueur défensive. Et son temps, quelle serait la meilleure compo en vue des qualités que les Comores ont? Ça serait un 4-3-3, 3-5-1, 3-5-2? Bon, pour moi je ne suis pas le coach, mais pour moi, au vu des qualités de notre équipe, je trouve qu'on est plus à l'aise sur un 4-3-3. 4-3-3, ouais. Parce qu'on a vraiment des joueurs sur les côtés qui peuvent faire des différences. Et voilà, nos atouts, je ne vais pas dire que nos atouts ils sont sur le côté, parce qu'on a des milieux de terrain qui sont également très très forts. Mais voilà, moi je trouve que l'équipe se sent plus à l'aise parce que les joueurs ils ont peut-être plus l'habitude de jouer dans cette composition-là. Et je trouve que nos meilleurs matchs, on les a fait dans ce registre-là, excepté le match contre la Tunisie où c'était un peu un contexte différent, où cette fois-ci la composition en 3-5-2, 5-3-2, elle était plus adaptée pour ce match-là. Donc franchement, non, je vous souhaite d'aller le plus loin possible. Merci. Pas forcément de la gagner parce que voilà, moi je suis aussi d'origine congolaise et malienne. Donc je pense que si vous allez très loin dans la compétition, il va falloir qu'on s'affronte. J'aimerais aussi qu'on aborde le sujet de la Coupe du Monde 2026. Voilà, le Comore est dans un groupe très 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 disputé. On peut avoir le Ghana en premier avec 19 points, ensuite Madagascar à 16 points et les Comores à 15 points. Il reste 2 matchs contre Madagascar et le Ghana. C'est quoi l'objectif? C'est de battre les 2 équipes, vous voulez aller en Coupe du Monde. Tu penses que vous avez le niveau pour le faire? Dis-nous tout. Déjà, l'objectif, c'est les 6 points. Ouais. C'est les 6 points. Bien sûr, on va se concentrer d'abord sur le premier match, parce que ce résultat, il est vraiment important. Et après, on pourra se consacrer au deuxième, mais l'objectif, il est clair, c'est les 6 points. Voilà, je pense que si on est là avec autant de points, c'est qu'on peut le faire aussi. C'est vrai qu'on a battu le Ghana au match aller. Ça veut pas dire qu'on va gagner le deuxième, mais ça veut dire qu'on est capable de le faire. Donc nous on va pour les 6 points, on veut se qualifier. Je pense que je suis sûr, le pays n'a jamais été aussi proche d'une qualification, et Madagascar aussi. Donc tout est possible et on va jouer notre carte à fond. Surtout que j'aimerais rappeler que voilà, le Comores, c'est une équipe qui a eu le statut FIFA en 2005, là on est en 2025. Donc imagine la qualification en Coupe du Monde pour un pays qui a à peine 20 ans d'existence sur le côté FIFA. Ça serait extraordinaire. Ouais, ce serait unique. Ouais. Je pense que si on se qualifiait, on devrait être l'équipe la plus jeune qualifiée dans cette période après l'inscription et la création à la FIFA. Déjà, la qualification à la CAN, c'était incroyable déjà. Je pense qu'on ne peut pas vivre une telle fierté et rendre un pays aussi fier. Je pense que déjà quand on joue là-bas, c'est incroyable, mais j'avais jamais vu ça. Genre le pays, tout le monde était content, tout le monde était dehors, tout le monde était... Tu sens qu'il y a une ferveur particulière. La ferveur, elle est particulière. C'est un pays... Tu pourrais la comparer avec ce qui se fait en Europe ou pas? Non, c'est trop au-dessus. Je pense pas. Je pense que les pays africains, ils ont un amour du foot déjà qui surpasse l'Europe. Okay. Et après, ils ont un amour pour leurs joueurs qui est aussi... Il est indescriptible. Eux, ils ont... Aux Comores, ils nous disent qu'on est les ambassadeurs. Et en fait, ils sont juste fiers que les joueurs ou les Comoriens qui ont grandi en France ou en Europe, ils acceptent de représenter entre guillemets, le pays de leurs parents, ce qui est notre pays aussi en vrai au final. Donc ils ont un amour pour eux. Ouais, c'est ça. Ils ont une reconnaissance et un amour pour les joueurs qui est inégalable. Ok. Moi, j'aimerais qu'on conclue un petit peu sur ta situation en club. Voilà, tu es au Sparta Rotterdam depuis 2023. Là, tu es sur une fin de contrat. Quelles sont tes envies? Tu as envie de rester, de partir? Ça fait plus de 7 ans que tu es aux Pays-Bas, hein, c'est ça? 8 ans. 8 ans maintenant que tu es aux Pays-Bas. C'est un pays qui te va bien. Donc, quelles sont tes perspectives d'avenir? Moi, comme je suis encore ma ligne de conduite de toute ma carrière, j'espère sportivement passer encore un palier. Okay. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je pense que, voilà, Dieu merci, physiquement, je suis bien. Je pense que je suis dans la force de l'âge, on peut dire. Donc, j'espère que j'ai encore quelques années devant moi. Donc moi, mon objectif, c'est sportivement encore passer un palier. Je me suis adapté au monde professionnel et j'ai pu
prouver, on va dire, ma qualité dans le championnat hollandais, qui est un championnat qui est assez connu, assez relevé. Donc voilà, personnellement, je pense que j'ai le niveau pour encore franchir ce cap. Donc pour moi, l'objectif, c'est encore franchir un palier et aller encore un niveau On te le souhaite, franchement. Je te le souhaite, on te le souhaite. Parce que je pense que tous ceux qui vont regarder cette vidéo te souhaitent le meilleur. Tout à l'heure, tu me parlais voilà, de l'équilibre que tu as entre ta vie de famille, ta vie professionnelle. Mais sinon, toi, c'est quoi tes hobbies dans la vie? Franchement, moi, je fais pas grand-chose. Hein. Okay. Je fais un peu de shopping de temps en temps, mais après, sinon, je me balade avec mon épouse. On fait des choses simples. On fait du vélo dans la ville, on mange une glace. Tu vois, enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez simple. Et voilà, j'aime les choses simples de la vie. On fait pas 10 000 choses, mais voilà, on essaie de profiter de l'endroit où on est, de pas trop se prendre la tête. C'est super intéressant parce que ça va me permettre de faire la transition vers la mode, et pas n'importe laquelle, la mode africaine, parce que voilà, chez nous, chez Afrikick Media, on souhaite faire le lien entre le football africain et la mode africaine. Et on a une créatrice du nom de Isatis qui nous a confectionné une très belle tenue, même 2 très belles tenues, spécialement pour toi. Donc on va aller la voir et elle va nous montrer ce qu'elle a fait pour toi. C'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Isatis, je suis styliste modéliste depuis plus de 15 ans maintenant. Et pour Afrikick Media, j'ai imaginé 2 tenues pour Saïd Bakary. Du coup, ces 2 créations ont été inspirées de la culture comorienne, tant sur les tissus, sur la couleur, sur les ornements. Et du coup, tout a été pensé pour mettre en valeur les racines de Saïd Bakary. Et moi, je voulais que tu nous présentes un peu les 2 pièces. Parce que là, je vois Saïd, il est concentré, il regarde, tu vois. Donc voilà, présente un peu tout ce qu'il y a ici, là, sur les tendoirs. Ok. Petit couvre-chef. D'accord. Donc oui, le couvre-chef, du coup, c'est le kofia. Du coup, c'est le chapeau type comorien pour les hommes. Et la première tunique, du coup, c'est une tunique courte que j'ai confectionnée de couleur jaune avec des ornements toujours comoriens. Là, tout est fait main. C'est ça. Tout est fait main, ok. T'as mis combien de temps pour faire cette tenue-là À peu près 3 jours. 3 jours, ok. Et du coup, la deuxième tenue, je me suis inspirée du kandou. Du kandou, ok. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est validé, c'est validé. Ah, de toute façon, on va écouter Saïd, voilà, c'est à lui de donner son avis. Qu'est-ce que ça t'inspire? Déjà, je trouve que c'est remarquable comme travail. C'est vrai qu'il y a les détails typiques comoriens, comme la broderie. Bon, on sait tous que le kofia, c'est on va dire, le symbole du Comore. Vraiment très important. N'hésite pas à le prendre, à l'essayer. Non, mais en fait, c'est super bien fait. Et voilà, on voit les broderies autour et les messages et les mots qui sont écrits en arabe. Donc voilà, c'est les détails typiques comoriens. Donc c'est super joli. Et voilà, la tunique aussi, c'est vraiment, ça se voit que c'est de la qualité avec les broderies en or qui sont chères aux Comoriens. Au peuple comorien. Ouais, mais si tu devais choisir entre les deux, là, tu devais faire un si choix. je dois choisir, je mets tout. Tu prends tout. Ouais, si je dois choisir, ça respecte vraiment la tradition et la culture comorienne. C'est vraiment des détails à apprécier et je pense que tous les Comoriens, ils apprécieront et je pense que tous les Africains aussi qui sont passionnés de mode, ils aimeront aussi la qualité et le travail qui a été effectué. Et du coup, tu t'aimerais essayer ou t'es timide? Là, parce que chez nous, il ne faut pas être timide. Hein. Bah, Isatis, ça s'est déplacé pour toi. Elle nous a confectionné tout ça. Ouais, je peux essayer. T'aimerais essayer laquelle, là, tout de suite là. N'hésitez pas à donner votre avis sur Internet, là, dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il devrait choisir? Pourquoi? Voilà, dites-nous tout. Dites-nous tout sur les réseaux sociaux, dites-nous tout. Je vais essayer quand même la chemise avec un peu de doré. Et en plus, on voit qu'il y a des détails avec mes initiales ici. Donc, C'est ça. Attends, monte la caméra. Le SB. Le travail est soigneux. SB. Mets-toi bien au milieu, voilà, mets-toi ici. Non, Okay, franchement. tu te sens comment dedans? Là, je me sens bien. Okay. J'ai envie de rester comme ça carrément. C'est super léger. Et quand t'enfiles ça, t'es plus en day off, tu vas au restaurant, Franchement, avant match. Voilà. Franchement, j'aimerais bien aller en match comme ça déjà, carrément. Tu vois, ça donne une petite image sur le type de joueur que t'es, tu vois. Ouais. Mais franchement, je vais au resto comme ça, tranquille. Hein. Et voilà, Isatis, n'hésite pas à redonner tes réseaux sociaux. Ok, donc si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, TikTok, et c'est la maison Isatis.
Merci à toi d'avoir participé à cette interview. Ça va être la première de notre chaîne. Voilà, donc je suis très honoré que tu puisses participer au balbutiement de Afrique Media, surtout que tu es quelqu'un qui ne donne pas forcément beaucoup d'interviews. Donc c'est un honneur de te recevoir. Et j'aimerais que tu lances un petit message à la jeunesse africaine, si tu en as un bien sûr, pour clôturer cette vidéo. Déjà, merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir invité. Et si j'ai un message pour les jeunes Africains et pour les générations qui vont nous suivre, c'est de tout d'abord, soyez fiers de vos racines et de votre culture. Apprenez-la pour ceux qui ne la connaissent pas. Et surtout, n'ayez pas peur de la montrer parce que c'est beau d'être africain. Et la culture africaine, je pense que c'est la plus belle culture qui existe. C'est bon, on peut arrêter sur ça, c'est magnifique.